Les yeux démoniaques sur Mec de Loki hantaient Redl encore plus dans les légendes des géants. Bienvenue à tous, nous sommes de retour avec l'équipage pirate de Red Shares Amis. Nous sommes ravis et sur le point de finaliser les démarches pour résoudre les problèmes de droits d'auteur sur YouTube sur notre chaîne principale. Je vais certainement remettre la version complète et détaillée sur cette chaîne. Dans le chapitre 53, nous voyons les yeux terrifiants de Loki, encore plus effrayants que les yeux rouges et douloureux d'I, surpassant tous les regards, même les yeux roses éblouissants de la mode. Était-ce Loki ensorcelé par une force maléfique dès sa naissance, comme ces forces obscures des contes de fées? Suivons ensemble le chapitre 1153 en détail dès maintenant. J'espère que vous avez déjà votre tasse de café à la main, n'est-ce pas? Allons-y les amis, en avant tout, chapitre 1153, la naissance de Loki. Ce chapitre ne commence pas par l'imaginaire des 109 ans comme le précédent, mais bien avant, lorsque le roi Aaron était encore enfant bien plus loin dans le passé. Le narrateur raconte que Aaron, avec Vrogi et Dory, passait une enfance impulsive et rebelle. Ces jeunes avaient un charme indéniable. Aaron ressemblait beaucoup à Loki, à l'exception de ses yeux brillants. Il était turbulent à l'extrême au point que même les tantes géantes soupiraient impuissantes face à ses garnements. Dory et Rogi étaient adorables comme deux pots de miel. À cette époque, Aaron n'utilisait qu'un marteau comme arme et non une épée. Le narrateur continue grâce à sa stature gigantesque et à sa force innée, héritée du sang des anciens géants, ainsi qu'oubourgoise que son statut Aaron devint extrêmement arrogant et incontrôlable. Personne ne pouvait l'arrêter. Il voyageait dans d'autres terres de géants, combattant tous ceux qui osaient s'opposer à lui, allant jusqu'à brûler des villages entiers. Ainsi, Aaron grandit dans l'orgueil de sa force physique sans jamais trouver d'adversaire à sa mesure. Adulte, il conserva cette arrogance lors de ses voyages à bord du navire royal des géants. Aaron se moquait des petits êtres faibles, non géants, les traitant de misérables. Lorsqu'il éternuait, son nez de géant provoquait des explosions faisant voler les requins dans les airs. Ses sujets n'osaient que confirmer ses paroles. « Oui, Votre Altesse, vous avez tout à fait raison. » L'épée d'Aaron apparaît alors qu'il se prélassait les pieds sur le bastingage du navire. Plus tard, dans le royaume plat du monde souterrain, un cirque ambulant s'installa avec une musique assourdissante et des cris retentissants. Approchez, venez voir un géant de 10 mètres, dont les pas font trembler la terre, rugissant comme le tonnerre, un spécimen rare de la race des géants. Une femme géante aux taches de rousseur et à l'allure féroce apparut menaçant les humains qui s'enfuyaient en panique pour éviter ses pas lourds. Malheureusement pour eux, un géant ancien emprisonné s'introduisit dans l'entourage d'Aaron. Ce dernier, vêtu d'une armure, osa se moquer du géant captif, déclenchant un tumulte. Aaron riait à gorge déployée depuis son navire royal. « Alors tu as appris la politesse maintenant. » Le cirque fut incendié, terrifiant les habitants. Sur le navire, Ida, irritée, demanda « Qui es-tu? » Aaron, charmeur, face à une femme, répondit doucement « Pas besoin de me remercier, je suis le roi d'Elbaf. » Comment pourrais-je rester silencieux quand ma patrie est méprisée? En réalité, Ida n'avait pas de cornes. Elles n'étaient que des ornements pour impressionner. Alors qu'elle intimidait les gens sur l'île, elle reçut une gifle retentissante qui déforma son visage. Ses soldats abasourdis s'exclamèrent « Le roi Aaron! » Aaron, stupéfait, demanda « Je viens de sauver cette fille. » Et elle me gifle comme ça. Ida, pleurant, regarda vers la ville et ordonna au navire de faire demi-tour pour présenter des excuses aux habitants blessés. Aaron têtu répondit
Tu as perdu la tête. Ce petit royaume de poupées n'a aucune importance. Mais Ida furieuse le frappa à nouveau, lui tuméfiant le visage. Ils m'ont donné du travail, ils m'ont sauvé la vie quand j'étais mourante. Ce sont des gens bons qui m'ont aidé à survivre jusqu'à ce que mes blessures guérissent. Elle s'approcha de lui, posant ses mains sur ses épaules. Qu'est-ce que c'est que cette arrogance? Tu te crois supérieur juste parce que tu es né géant et plus fort. Cette prétention est méprisable. C'est à cause de gens comme toi que les géants sont perçus comme des barbares, comme des monstres. En pleurs, elle fit réfléchir Haran qui se sentit coupable. Il répéta « Juste né géant ». Il ordonna au navire de retourner en ville. Ida aida les habitants à réparer les bâtiments endommagés, travaillant joyeusement avec eux sans distinction de race ou de force. Les soldats géants perplexes demandèrent ça. « On fabrique du feu, Votre Majesté. » Haran cria « Bande d'idiots, venez aider au lieu de rester plantés là. Cette ville n'est qu'un jouet à nos yeux. » Ils se mirent à aider, mais réalisèrent que leur technique de construction était bien différente. « À Elbaf, il faudra apprendre ça, » dirent-ils. D'autres demandèrent des épices. Quel goût incroyable! Ils admirèrent la finesse des tissus humains. Quelle habileté! À partir de ce moment, Haran devint comme un enfant docile sous la guidance d'Ida. Il n'était plus un roi arrogant. Il s'agenouilla pour s'excuser auprès du roi des humains demandant leur pardon pour ses actes irréfléchis. Ils l'acceptèrent avec joie car il avait réparé ses erreurs. Ils devinrent proches comme des frères. Cette nuit-là, sous le clair de lune géant et humain d'Elbaf, festoyèrent, chantèrent et dansèrent sans rancune. Ida ajouta « Haran regarde le monde avec justice. Rien ne mérite d'être détruit. Je viens de l'île Samoana, en mer du Sud. Beaucoup de choses m'ont amené ici. » Haran demanda « Tu as vaincu le serpent de mer. » Elle répondit « Oui, c'est pourquoi je ne peux plus retourner là-bas. » Haran l'invita. « Viens à Elbaf, tu n'es pas aussi barbare qu'on le dit. » Elle sourit. « J'ai compris mes erreurs. » Sur le navire, Haran voyagea vers d'autres terres, se montrant amical sans provoquer de conflit. Les humains méfiants brandissaient leurs armes, mais Haran hissait un drapeau blanc et offrait des requins capturés en signe de bonne volonté. Une autre nuit, sous le coucher du soleil, Haran et Ida contemplaient l'horizon ensemble. Les soldats incrédules murmuraient « Le roi a changé, c'est insupportable. Ça ne durera pas. » 105 ans plus tôt à Elbaf. Haran revint dans son royaume et déclara « Je veux réparer les innombrables péchés que j'ai commis. » Le royaume fut en ébullition. Que lui arrivait-il? Haran proclama avec force « Je serai un roi voyageur, je veux établir des relations avec les nations voisines et apprendre de nouvelles cultures. En absorbant le meilleur du monde, notre terre prospérera. » Les gens acclamèrent. Dory et Rogi, toujours turbulents, riaient. Ce sont mes amis différents, mais amicaux avec les humains. La force est un atout, mais si elle devient une menace pour les autres, il faut y réfléchir, dit Haran. Le narrateur ajoute « Rencontrer d'autres peuples fait partie du voyage. » Ida parmi la foule sourit « Haran, tu n'es plus un monstre, quelle chance. » À partir de ce jour, Haran voyagea davantage, établissant des relations avec d'autres nations par le commerce et l'échange culturel. « Des otages ?» demanda Ida. « Non des échanges d'amitié sans lien entre les peuples, pas de lien entre les nations, » répondit Haran. Cette nuit-là, il étudia des choses qu'il ignorait tandis qu'Ida s'endormit épuisée. Un an plus tôt, dans l'est du royaume, des cris de joie retentirent, un bébé est né. Haran et Ida célébrèrent la naissance de leur fils. Mais le conseil s'opposa à leur mariage, seule la lignée divine est acceptée. Haran, déçu, rencontra Ida et son fils, s'excusant «
Je suis désolée. Elle sourit. Ce n'était qu'une question de culture. Que notre fils vive heureux ici, c'est suffisant. Le village fêta l'événement. Une femme magnifique apparut, Tiep, originaire du Nord, versée dans le feng shui, issue d'une lignée ancienne. Le conseil la jugea digne d'être reine. Haran, gêné, la rencontra. Mon destin est de t'aimer pour toujours. Oublie cette femme de l'Est et son enfant, dit-elle. Haran, troublé, répondit Ce n'est pas si simple. Tiep, superstitieuse, ordonna Le feng shui est déséquilibré, ferme les fenêtres, déplace ce miroir, il est mal placé. Elle dirigeait les serviteurs pour aligner tout selon ses croyances. Un cheval à 8 pattes Sleipner fut offert par la famille de Tiep comme porte-bonheur. Il apportera chance et gloire, dit-elle. Elle ordonna d'apporter des trésors pour transmettre l'énergie du vent et de la terre et imposa des couverts en argent pour les repas royaux, une marque de noblesse ostentatoire. Tiep devint la reine légitime d'Elbaf. 7 ans plus tôt. Malgré les mers hostiles, la technologie navale d'Elbaf attirait d'autres nations. Haran voyageait aidant à réparer des navires et enseignant la navigation par l'étoile polaire. Il partageait ses aventures. J'ai rencontré des sirènes et des hommes poissons. Leur prince Neptune est né dans une mer festive. Les gens étaient émerveillés, rêvant de rencontrer des sirènes. 63 ans plus tôt, au château d'Horus, un cri d'enfant résonna. Félicitations, un garçon en bonne santé, Loki, s'écria la reine Ada, folle de joie. Mais en voyant son fils, son visage changea. Ses yeux rouges comme le sang et ses petites cornes évoquaient un démon. Terrifiée, elle perdit sa beauté. « C'est trop effrayant! Ce n'est pas mon fils! » cria-t-elle, s'enfuyant du lit. Malgré les supplications des serviteurs, elle déclara « Il est maudit, un monstre !» Le narrateur raconte que le petit Loki tendait les bras dans le vide, mais personne ne répondit à ses pleurs. Ada cruelle le jeta du haut du château vers le royaume souterrain glacé. Qu'aucun enfant ne soit né, ne dites rien à personne, ordonna-t-elle. Revenue au château, elle fit ses bagages. Je retourne chez moi, je ne veux plus d'enfants, dit-elle. Un garde tremblant rapporta du royaume souterrain. Ada, furieuse, l'interrompit. On vit Loki s'agripper à l'écorce de l'arbre Adam pour remonter au monde des vivants, ses cris résonnant dans l'abîme. Des strass de sang et des bêtes massacrées gisaient en bas. Ada ne put retourner chez elle, rongée par la maladie, mais son cœur murmurait « Débarrassez-vous de l'enfant ». Une prophétie annonçait que Loki renverserait un jour son père Haran. Ce dernier, occupé par des conflits avec le gouvernement mondial, luttait pour la liberté de son royaume. Ida, avec son fils Harudin, dit « Ton petit frère veut te rencontrer ». Harudin répondit « Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas le fils de ma mère ». Elle déforma ses paroles avec affection. Des années plus tard, de Loki grandissant avec une hache à la main se tenait devant un incendie qu'il avait peut-être causé. Le narrateur écrit « Chaque malheur frappant Elbaf fut appelé la malédiction de Loki ». Le chapitre 1153 raconte la naissance tragique du prince Loki, un enfant maudit rejeté par sa mère dès sa naissance. Que deviendra ce prince ensorcelé à suivre dans le prochain chapitre?